d'être là. Merci à la bibliothèque André Chédid de m'accueillir. Blandine, qui m'avait contactée, m'a parlé du fait que j'avais fait une conférence il y a 5 ans à la Cité des Sciences avec Christine Barr, qui est une historienne du vêtement, et aussi Damien Delille, aussi un historien du vêtement. Et en fait, on nous avait invités justement autour de cette question du genre. Donc à l'époque, on était en 2021-22. Où est-ce qu'on en est sur la question du genre? Est-ce que vous voyez, avec la question un peu classique, est-ce qu'on progresse? Est-ce que il y a un retour en arrière? Et à l'époque, c'est vrai qu'on était plutôt dans une phase assez positive, où d'ailleurs il y avait des mots qui étaient souvent utilisés. On parlait de mode gender fluide. Alors, on reprend des termes anglais parce que les journalistes aiment bien tout le temps les termes anglais. Mais en gros, voilà, d'une mode où finalement il y aurait une pluralité d'expressions de genre possible avec le vêtement. Où on se dit, bon bah, il y a moins de règles, les hommes sont pas obligés de porter un costume, un croisé, et les femmes en robe avec des talons hauts. Je suis un peu stéréotypante dans l'idée, mais c'était un peu ça. Il y avait de l'évolution, il y avait beaucoup de mouvements à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, quand Blandine m'appelle, je me suis dit, bon, bah, où est-ce qu'on en est maintenant? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y avait une forme de progrès et en fait, en regardant ce qui se passe, alors moi-même, finalement, je suis un peu le baigné dedans parce que en étant journaliste, je couvre les semaines de la mode à Paris. Donc, c'est-à-dire qu'en une semaine, je vois à peu près une trentaine de défilés et je regarde les images sur plus de 70 défilés. Et depuis 2 ans, il y a un espèce de retour en arrière. Et c'est vrai que les expressions de genre sont à nouveau un petit peu en train de se figer. Je vais revenir là-dessus. Et c'était un peu mon constat de départ. Et je voulais un peu ouvrir avec ça. Alors, effectivement, comme on l'a dit, le mot mode, c'est un mot très large qui recouvre beaucoup de choses. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est moins de ce que les gens font au quotidien. Je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais plutôt, je vais vous parler de ce que proposent les créateurs de mode de luxe à Paris. Donc, c'est-à-dire des marques, pour être plus précise, c'est souvent, alors, si on prend l'écosystème de la mode parisienne, c'est composé à la fois des marques qui appartiennent à des groupes de luxe qu'on connaît toutes et tous, LVMH, donc le groupe de Bernard Arnault, qui a Dior, Givenchy, Céline, qui a beaucoup de marques. Le groupe Kering aussi, qui est le groupe de Pinault, donc qui a des marques comme Balenciaga, Saint-Laurent. Et voilà, bon, vous avez le groupe Prada qui est plutôt en Italie, c'est sûr, mais Prada a aussi une marque qui défile à Paris qui s'appelle Miu Miu. Et vous avez le groupe Richemont qui a des marques comme Chloé et Alaya. Donc voilà, donc vous avez les gros groupes et en même temps vous avez quand même beaucoup de créateurs indépendants et aussi de jeunes marques qui débutent, des jeunes qui font des défilés et qui ont peut-être des propositions un peu plus diversifiées. Donc là, vous voyez, je vous parle pas de la fast fashion et toutes ces choses-là. Je me concentre plus sur les créateurs, sachant qu'effectivement la différence entre une marque de créateur et par exemple Zara, c'est qu'une marque dirigée par un directeur artistique, il y a un nom derrière la marque. Enfin, vous avez quelqu'un qui dessine des collections et qui a un nom, qui est une entité, tandis que chez Zara, vous ne connaissez pas le nom de la personne qui dessine les collections, ni chez H&M. Et donc effectivement, pendant longtemps, on a parlé de cette idée de fluidité de genre. Donc voilà, il y avait du progrès. Le genre n'est pas fixe, il n'est pas lié à un sexe assigné. Il y a une variété d'expressions de genre qui sont possibles et on dépasse la binarité homme-femme. Finalement, on va plus loin et ça a été représenté pas mal pendant il y a 5 ans. Je reviendrai là-dessus, il y avait beaucoup de designers qui représentaient ça. Là, je vous ai mis une image et ça dépassait le monde de la mode. Ça avait une répercussion dans le monde de la pop avec des célébrités. Donc là, je vous ai mis une image. Vous avez un designer qui s'appelle Alessandro Michele, qui à l'époque est directeur artistique d'une marque qui s'appelle Gucci avec Harry Style. Et c'est vrai que voilà, c'est par exemple des exemples qu'on donne sur une idée de mode plus fluide. Alors, vous voyez qu'effectivement, il a une chemise un peu transparente avec des jabots. Bon, c'est pas non plus d'une extravagance folle, mais ça suffisait à l'époque pour dire on progresse un petit peu. Et effectivement, ce qui s'est passé ces derniers temps, là, je vous ai mis quelques exemples de titres récents qui sont parus là en septembre 2025. La presse s'alarme, se questionne, est-ce qu'il n'y a pas un retour en arrière?
Donc, je vous ai mis deux exemples. Le côté américain, donc vous voyez, la mode a abandonné l'idée de wokisme. Hein. Vous voyez cette idée de wokisme qui était cette idée de progressisme, hein, de dépasser la binarité de genre, de laisser de la place à tout type d'expression de genre. Et même chose, Le Monde, donc le quotidien Le Monde qui titre en septembre 2025, qui propose une grande enquête et qui explique fourrure, maigreur, diversité, comment la mode rétropédale sur les grandes causes sociétales. Donc effectivement, il y a cette question, est-ce qu'il n'y a pas un mais voilà, un retour en arrière, disons-le plus simplement. Et j'ai décidé du coup de vous donner cet exemple qui a été aussi un exemple qui a fait beaucoup parler. Donc là, on n'est pas sur de la mode de luxe, mais qui vient parler d'un contexte sociétal plus global, puisqu'après tout, toutes ces marques de luxe, elles existent, certes, elles semblent parfois un peu déconnectées du monde, mais elles existent bien dans un monde réel où, comme vous le savez, il y a une montée des conservatismes, notamment aux États-Unis. Et j'ai pris cet exemple parce que je le trouve assez emblématique. C'était en novembre dernier. Donc une marque qui s'appelle J.Crew, qui est un peu une marque préppy chic américaine, qui propose ce petit pull de montagne, hein, un pull un peu moelleux avec des petits motifs montagnards et effectivement rose chamallow. Et en fait, ce pull a déclenché une nuée de commentaires, de discussions sur X, enfin sur les internets. Hein. Vous avez des internautes, surtout des Américains, qui se sont énervés, agacés face à ce pull. Certains qui sont allés jusqu'à dire que c'était un symbole du fait qu'on était en train de démasculer les hommes aux États-Unis et que c'était un problème sérieux. Donc vous voyez que autour d'un pull, on a véritablement des positions sociétales qui sont qui émergent, enfin, et qui sont très lisibles et très visibles. Et on voit que du coup, même le vêtement, dans ces discussions américaines sur voilà où est-ce qu'on en est, devient un objet qu'on prend à partie et qui peut devenir un élément de discussion dans tous les sens. Donc voilà, donc on voit que c'était la menace, hein, ce pull rose d'une masculinité triomphante, une masculinité conventionnelle apparemment. Et du coup, tout ça en 2026. Quant au podium, alors qu'est-ce qui s'est passé sur les podiums? Il y a plusieurs choses qu'il faut raconter déjà sur le contexte de septembre 2025. C'est que la mode parisienne a fait face à un grand renouvellement. On a appelé ça les chaises musicales, c'est-à-dire que beaucoup de designers ont changé de place. Et la majorité des designers qui font les collections à Paris sont des hommes, ce qui a fait beaucoup discuter, notamment une journaliste américaine, une critique américaine très connue qui s'appelle Vanessa Friedman, qui s'est un peu dit, mais en fait, tous ces hommes qui sont arrivés à la tête de grandes maisons ne dessinent pas des vêtements adaptés pour les femmes. Ils ont encore oublié qu'est-ce qu'on est en train de faire. On revient en arrière et on a beaucoup de vêtements qui entravent le mouvement des femmes. Alors l'exemple, c'était un exemple qu'elle citait dans son article. Ici, vous avez un exemple d'une collection de Peter Mullier pour la maison Alaya. Et effectivement, bon, vous voyez que c'est un peu difficile de bouger peut-être avec ce type de vêtements, puisque vous ne pouvez pas attraper grand-chose avec ça. Mais pour vous donner des exemples, Chanel, donc Chanel, la dernière personne qui était à la tête de Chanel, c'était Virginie Viard, donc une femme qui a été remplacée par Mathieu Blasi. Côté Dior, vous aviez aussi une femme, Maria Grazia-Chiuri, qui a été remplacée par Jonathan Anderson. Donc en fait, partout, en fait, le peu de maisons, il restait des femmes. Ce n'est plus le cas. Il vous reste Givenchy avec Sarah Burton, qui est une anglaise, mais c'est vrai que ça se compte sur les doigts d'une main. C'est assez rare. C'est devenu très très rare. Et donc effectivement, Vanessa Friedman s'alertait. Voilà, elle disait qu'effectivement les collections de la saison avaient été assez belles, assez intéressantes, mais est-ce que des femmes se sentent à l'aise dans les vêtements qui sont proposés par tous ces designers? Et donc, alors, après, on peut en discuter. Est-ce que c'est parce que ce sont des hommes forcément que le design est contraignant? Il y a des hommes qui font des choses intéressantes pour les femmes. Bon, c'est sûr que c'est pas la seule excuse, mais en l'occurrence, là, c'est vrai que qu'on peut y réfléchir. Alors pour vous donner des exemples, pourquoi on dit qu'il y a des choses contraignantes, et c'est vrai que on pourrait prendre des exemples. Voilà, il y avait cette collection Alaya, il y avait aussi une collection de Courrèges où elles avaient des vêtements qui les entravaient beaucoup. Et aussi ce qu'on a remarqué, qui a beaucoup changé ces 3 dernières années, c'est qu'il y avait une disparition, pratiquement une disparition jusqu'en 2020 des talons sur les podiums. Les femmes, il y avait pratiquement plus de talons, ou quelquefois ce qu'on appelle des kitten heels, c'est-à-dire des talons assez petits.
Et là, un peu partout, alors c'est pas les plus hauts talons, mais c'est vrai qu'on a un retour du talon qui s'est généralisé. Je vous ai mis deux exemples. Alors, on voit peut-être mal avec le rouge. Chez Saint-Laurent, les chaussures sont assez incroyables, mais effectivement, c'est des chaussures. Même si vous demandez aux designers qui sont chez Saint-Laurent, ils disent effectivement personne ne peut marcher avec ces chaussures. Mathieu Blasi, donc qui est arrivé chez Chanel aussi. Alors avec des chaussures, alors elles sont assez belles ces chaussures, mais c'est sûr que vous vous dites que dans une vie quotidienne, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de marcher toute une journée avec des talons à Paris, mais on a très vite envie de les enlever. Et si vous prenez le métro, si vous montez des marches et si vous marchez sur des pavés, c'est foutu. Donc voilà, donc il y a effectivement tout un tas de vêtements entravants pour les femmes qui sont de retour. Vous avez voilà aussi tout ce retour de vêtements un petit peu avec des crineux, enfin des grandes jupes un peu fin 19e ou d'autres périodes qui sont de retour dans les esthétiques. Alors je vous ai mis un exemple à gauche qui est un exemple de défilé qui est Jonathan Anderson pour Dior. Et de l'autre côté, vous avez. Alors, ce qui est aussi marrant, c'est que c'est des choses qu'on voit beaucoup parce qu'il y a toujours un dialogue avec le monde de la célébrité. Et là, vous avez Charli XCX, qui est une chanteuse britannique, qui est très associée notamment à la maison Saint-Laurent, qui porte ici non pas une robe Saint-Laurent, mais Vivienne Westwood, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, on est aussi retourné dans ces esthétiques pré-20e siècle, ces esthétiques un peu d'une ère de la haute couture triomphante. Or, la haute couture était un domaine où finalement on n'habillait que des femmes. Hein. On ne pensait pas à d'autre chose que d'habiller des femmes dans une représentation aussi très classique de ce que c'était d'être une femme. Alors, autre point qui permet de réfléchir sur cette idée de retour en arrière, quelques chiffres. Alors, Vogue Business, hein, qui est un axe particulier de Vogue, recense chaque saison un petit peu les mannequins. Voilà, où est-ce qu'on en est dans les mannequins? Est-ce que les tailles, voilà, où est-ce qu'on est dans les tailles? Et vous voyez que 97,1% des mannequins sont dans des tailles petites, c'est-à-dire taille européenne, pas plus de 36. Donc ça, c'est 97,1. 2% sont entre 38 et 42 et moins d'un pour cent au-dessus de 44. Les chiffres étaient un petit peu meilleurs. J'avais les chiffres de 2022. C'était pas folichon, mais c'était c'était un tout petit peu au-dessus en 2022. Hein. Vous étiez à 4,3% pour les tailles intermédiaires et 1% pour les grandes tailles. Mais bon, voilà, hein, ça fait quand même 2 ans que toute cette histoire de taille est en train de retourner en arrière. Or, avant le Covid, en 2017, il y a eu de grandes discussions entre les grands groupes de luxe, notamment entre LVMH et Kering, et qui avaient co-signé une charte qui stipulait effectivement que les mannequins devaient faire plus d'une taille 32 aux États-Unis et disposer d'un certificat médical pour défiler. Il y avait eu un moment où ils s'étaient tous mis d'accord, on va faire attention sur les castings, on va arrêter de prendre des filles de moins de 16 ans qui à tout moment peuvent tomber, et on va essayer d'avoir des filles qui sont un tout petit peu en meilleure santé entre guillemets. Et vous voyez que là, cette charte, on se demande à quel point elle est encore effective, et on retourne en arrière. Moi, pour aussi connaître des stylistes et qui me racontent que les mannequins envoyés par les agences ces 2 dernières saisons sont très maigres et que même les vêtements sont beaucoup trop grands et qu'ils sont obligés de remettre des épingles, etc. parce que les mannequins envoyés par les agences à l'heure actuelle sont trop minces. Et là, c'est tout un problème. En fait, c'est un problème très complexe. Enfin, complexe. C'est un problème aussi qui vient des agences, des mannequins qui sont envoyés par les agences. Et les agences s'adaptent aussi aux demandes des très très grosses maisons. Donc c'est-à-dire si vous avez des castings de mannequins très très maigres chez Chanel et Louis Vuitton, les agences vont s'habituer à ce casting et vont en envoyer aussi aux petites marques en fait les mêmes filles. Et donc vous voyez en fait il y a un effet ricochet sur tout l'écosystème et sur toute l'industrie. Comment lire ce rétro-pédalage? Alors, j'avais tenté une petite analyse. Alors, effectivement, donc là, ce que je vous ai montré, c'est un backlash sur les normes corporelles, un retour en arrière, effectivement. Alors, à la fois une forme de féminité, on revient sur des choses un peu plus, bah voilà, des femmes qui portent des talons, beaucoup de bijoux, des robes qui elles peuvent pas forcément bouger, mais aussi très maigres. Hein. Il y a aussi cette maigreur qui est importante. Et au-delà de la maigreur, il y a aussi une certaine forme de blancheur qui revient aussi. Hein. Il y avait sur la blancheur aussi revient.
Je le lis à d'autres formes de backlash. Je pense que pour bien comprendre tout ça, il y a deux autres éléments que je trouve intéressants. Ce que j'ai appelé backlash organisationnel, c'est-à-dire que aussi la diversité dans la mode, elle venait du fait que vous avez des marques jeunes et indépendantes qui vont être un petit peu le poil à gratter, si vous voulez. Hein, vous avez les marques traditionnelles qui aiment bien être challengées. Il faut aussi que vous ayez un espèce dans l'écosystème, un espèce de pan plus jeune qui va proposer autre chose. Et donc le problème, c'est que ces marques très jeunes à l'heure actuelle, sont en train, la majorité quand même, de tomber à cause de la situation économique post-Covid. C'est très difficile pour les marques indépendantes de continuer d'exister. Généralement, voilà, il y a beaucoup de fermetures, beaucoup de suspens. Vous aviez des marques, par exemple, qui étaient très réputées pour le casting, la body positivité comme Esther Manas. Bon, cette marque, à l'heure actuelle, on n'entend plus parler. Voilà, donc vous avez plein de petites choses comme ça, mais qui sont importantes dans un écosystème et qui ont changé. Et au-delà de ça, je pense à un niveau plus global, au-delà du niveau de la mode, vous êtes aussi dans un élan global où tous les programmes de diversité dans les entreprises sont en train de reculer. Hein, je pense que vous avez suivi le fait que depuis octobre dernier, Meta, Google, etc. ont arrêté dans leur politique d'emploi d'employer des gens, enfin voilà, ils font plus attention à la diversité. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'à d'autres échelles, dans la mode, si vous avez effectivement dans les agences de casting, si à l'intérieur des maisons, vous avez toutes les mêmes types de personnes qui travaillent ensemble, plus personne va faire attention. Est-ce que par rapport à la diversité raciale, c'est bien? Est-ce qu'on a fait attention à la diversité corporelle? Donc en fait, tout ça a des impacts. Et donc je pense que c'est important ce backlash organisationnel de le souligner. Autre backlash aussi qui s'articule à tout ça, qui est de plus longue augure, disons le backlash médiatique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de dire que aussi la place donnée aux jeunes marques, aux marques indépendantes, soit les marques qui ne sont pas Dior, Chanel, Hermès, etc., dans les médias, elle est de plus en plus réduite. Pourquoi? Parce que les médias traditionnels, comme vous le savez à l'heure actuelle, bon, ça fait longtemps qu'on vous parle de la crise des médias, ça va faire à peu près 10 ans. Qu'est-ce que ça a comme impact, cette crise des médias? Eh bien, ça veut dire que les médias sont de plus en plus dépendants d'annonceurs pour exister. Donc, c'est-à-dire, il faut que vous soyez en bonne entente avec Saint-Laurent, Chanel, LVMH, etc., si vous voulez avoir une petite page de pub. Donc, effectivement, vous allez laisser plus de pages dans votre magazine à ces marques qu'à des marques jeunes et indépendantes. Vous allez voir, rarement le Monde va vous parler de la nouvelle marque qui bouscule les carcans. Il le faisait plus avant. Maintenant, plus du tout. Donc voilà, donc c'est aussi tout un impact médiatique parce que si vous laissez pas de visibilité à des propositions autres, ces propositions n'existent pratiquement pas. Donc je pense que voilà, l'enjeu de la visibilité est un enjeu aussi important. Donc les médias traditionnels ont un rôle, mais aussi évidemment il y a la logique de tout ce qui est Instagram, TikTok. Si vous postez pas tous les jours, en fait, vous allez baisser dans les recommandations et une jeune marque n'a pas forcément l'argent pour produire du contenu tous les jours. Alors, heureusement, il y a encore des contre-courants qui existent, même auprès des grandes marques. Alors, je vous en ai pris plusieurs. Mes exemples, c'est Miu Miu, c'était le défilé d'octobre 2025. Donc, Miu Miu, pour vous placer un petit peu le contexte, donc c'est une marque qui défile à Paris, mais c'est une marque italienne. C'est la marque de Miuccia Prada, donc Madame Prada. Donc, une marque un peu plus jeune, entre guillemets, destinée à un public plus jeune. Et donc, en fait, ce qui était assez drôle avec ce défilé qui a eu lieu, c'est que vous avez une proposition où vous avez quand même plus de 76 tabliers qui sont proposés sur ce défilé. Alors, vous allez me dire, bon, tablier. Alors, il y a eu plein d'analyses dans la presse qui vont un peu dans tous les sens, on va dire. Alors, je sais pas ce que vous pensez, vous, de ces tabliers. Peut-être le tablier de gauche, on pourrait se dire, c'est un peu un retour en arrière. Ça fait vraiment euh, le tablier qu'on a commandé sur Damar et qu'on habite, voilà, qu'on met à la maison. Mais en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que vous avez plein de types de tabliers. Miuccia Prada s'est défendu en disant, pour moi, le tablier, c'est avant tout un vêtement de travail. Du coup, voilà, pour moi, c'est pas un vêtement féminin d'un retour au foyer, c'est un vêtement qui raconte un travail. Voilà, d'ailleurs, vous avez des tabliers plutôt de boucher sur celui du milieu. Et si on regarde attentivement aussi le casting, là vous en avez qu'un extrait, ce ne sont pas que des femmes, comme vous le voyez, qui portent ces tabliers. Vous avez des femmes, des personnes non binaires dans le casting, mais aussi des hommes, et aussi une variété dans les âges. Autre point, du coup, autre marque un petit peu où on va dans un autre univers, la marque s'appelle Matière Fécale.
Voilà. Et donc, alors pourquoi matière fécale? Parce que eux-mêmes, hein, on dit, voilà, il y a plein de merde dans la mode. Et donc, voilà, on va reprendre ce mot et le faire autrement. Donc, c'est un duo de Canadiens, comme vous le voyez, ils ont tous les deux les cheveux rasés, très maquillés. C'est des performeurs qui avant se sont fait connaître sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ce qu'ils font, donc déjà, il y a une variété assez intéressante dans le casting de personnalités. C'est très camp, c'est très queer. Et ce qui aussi, je trouve intéressant, c'est qu'ils choisissent de reprendre des codes très couture, très dans la tradition de la haute couture. Hein. Vous voyez la robe avec les roses, etc. Vous imaginez ça d'habitude sur une mannequin blonde très maigre sur un défilé Dior. Bah là, vous l'avez sur cette personne. Et donc, ils reprennent des codes très couture, empruntés à la fois à Thierry Mugler ou à des gens comme Alexander McQueen. Les codes sont assez visibles pour les gens qui connaissent la mode, mais en même temps, ils les mettent voilà, sur un nouveau type de casting. Et dans un moment où on voit plus grand-chose de rafraîchissant, c'est vrai que c'est un défilé assez intéressant à regarder. Et assez... autre marque que je vous ai mis, que je trouve aussi intéressante sur les expressions de genre qui sont proposées, c'est aussi une jeune marque qui défile à Paris, qui s'appelle Auguste Baron. Alors eux, ils travaillent toujours autour d'archétypes féminins très clichés, genre la reine de promo. Ils avaient un défilé qui s'appelait même Miss France. Donc ils jouent avec ces archétypes d'ultra féminité. Sauf que c'est pas du tout présenté sur des castings de grandes blondes qui veulent sauver le monde et les dauphins. Vous avez du coup effectivement là plutôt des garçons qui portent alors, sauf au milieu, mais du coup, oui, à gauche et tout au bout, vous avez un garçon qui porte les tutus. Puis ça paraît pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être parce que j'ai le nez trop dans la mode, mais voilà, ça paraît pas étrange. Et c'est deux créateurs, justement, voilà, on parlait d'hommes qui créent pas forcément des choses bien. Bon, là, vous avez deux hommes qui créent ensemble et qui d'ailleurs portent leur tenue, donc vous pouvez les croiser en tutu. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est bon, vous avez des grandes marques là qui sont. Alors, vous avez Chanel qui est dans tout un nouveau storytelling. Vous avez un nouveau directeur artistique qui va un peu revenir sur le devant de la scène. Et donc, comme vous savez, toutes les marques ont des égéries. Alors, Chanel, maintenant, ils ont repris Nicole Kidman, par exemple. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que Chanel ne propose que des collections féminines, mais ils ont pris des égéries masculines et ils misent beaucoup. Alors, Harry Styles, qui est au milieu, ne fait pas partie de leur égérie, mais ici, il porte un costume Chanel qui était porté sur le podium par une femme. Et Asa Proki et Jacob Elordi, que vous voyez aussi, portent des vêtements qui ont été portés par des femmes sur le podium. Et je trouve ça assez malin en termes de communication parce que ça vous montre effectivement bah voilà, que ces vêtements peuvent être portés finalement par des hommes. Et ce que je trouve assez marrant, c'est que Jacob Elordi porte une veste qui était la première qui avait ouvert le premier défilé Chanel par Mathieu Blazy. Et cette veste, c'était assez drôle parce qu'au deuxième défilé Chanel par Mathieu Blazy, vous aviez beaucoup d'influenceurs ou de personnes qui travaillaient dans la mode qui, par je ne sais quel moyen, parce que cette veste vaut quand même très cher, s'étaient acheté la veste et la porter pour le défilé. Donc ça vous montrait aussi un peu l'espèce d'engouement et c'était beaucoup de garçons en fait qui portaient cette veste. Donc voilà, donc je trouve c'est aussi intéressant de voir parce que vous avez effectivement le moment du défilé qui est un moment de communication. On vous propose une vision de la marque, souvent portée du coup par en tout cas pour Chanel, c'est que porté par des femmes. Et en même temps, vous avez cette existence dans le monde de la pop qui vous fait relire le vêtement ici à l'aune d'une masculinité, voilà, qui peut tout à fait porter du Chanel et surtout porter des grands sacs Chanel hein, qui se vendent bien. Voilà, on vend du sac. Il y a encore des jeunes qui font des choses intéressantes, des grandes marques qui peuvent parfois vous proposer des choses un peu, voilà, des tabliers d'Amar. Et donc, il y a quand même des choses, il y a encore des portes qui sont ouvertes, tout n'est pas complètement fermé. Mais je m'étais dit que c'était peut-être bien, si tout le monde va bien, enfin, sauf si vous voulez poser des questions sur cette partie, mais de vous faire un petit retour en arrière pour un peu expliquer effectivement pourquoi quand on parle de podium, on parle beaucoup de femmes, de féminité, de faire un petit retour en arrière justement sur l'idée de mode et son lien avec le genre. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans cette industrie. Il y a beaucoup de femmes dans les. Alors, vous savez, un directeur artistique travaille avec un studio. Donc, il y a plusieurs personnes et il y a beaucoup de femmes dans les studios.
et au final, on leur donne jamais la place. Donc c'est une vraie problématique. On a pu leur donner la place un peu auparavant. Ça a pu être le cas avec Maria Grazia Chiuri ou d'autres personnes. Sarah Burton, qui est chez Givenchy, elle a travaillé des années avec McQueen, avait repris la marque après son décès. Mais non, alors ce qu'on va vous dire, moi la réponse que j'ai entendue, j'en avais parlé aussi avec quelqu'un qui était DA de chez Gauthier, dont personne n'a parlé, parce qu'en fait, après le départ de Monsieur Gauthier, vous avez une femme qui a repris la direction artistique, qui s'appelle Florence Tétier, et c'était assez fou parce qu'elle a même pas été annoncée par le groupe Gauthier officiellement en tant que DA. Et il y a eu cette question, en fait, pourquoi enfin, elle, à l'époque, donc là, elle a quitté le groupe, donc elle commence un peu à en parler dans les médias. Elle dit, mais c'était une vraie question. Moi, je me demandais pourquoi on m'annonce pas. Effectivement, elle dit, bah, en fait, quand vous êtes une femme c'est des marques, en fait, maintenant qui sont tellement cotées en bourse, qui dépendent tellement d'investissements énormes. Le groupe, comme vous le savez, Bernard Arnault, des fois, il peut se réveiller et être parmi enfin, il peut être l'homme le plus riche du monde. Donc, en fait, il y a tellement d'impact économique, d'argent, etc. Et les gens au-dessus qui tirent, enfin, qui ont le porte-monnaie restent des hommes blancs, entre guillemets. Voilà. Donc, on reste dans ce cliché-là et ils font plus confiance, entre guillemets, à un homme qu'à une femme. Enfin, moi, c'est l'explication qu'on me ressort souvent et qui est assez, peut-être, bête, au final, mais c'est ça qui ressort. Et ce qui vous mène effectivement là à Paris, c'est un peu le désert. Hein. Vous avez très très peu de femmes. Ou alors c'est parce que c'est elles qui ont fondé leur marque. Par exemple, vous avez Reka Wakubo qui a la tête de Comme des garçons. Elle l'a fondée dans les années 80, sa marque. Elles sont peu nombreuses les femmes. Ouais, ouais. Jeanne Lanvin, Madame Grey, Vionnet, Coco Chanel après. Ouais, bien sûr, ouais. Bah oui, vous voyez, finalement 2026, c'est pas mieux. Bah, Milan, vous avez Madame Prada qui est un peu, mais voilà, mais elle est toute seule. Enfin, il n'y a pas non plus beaucoup d'exemples. Et la scène londonienne, malheureusement, va très mal. Avec tout ce qui s'est passé avec le Brexit, etc. Les designers peuvent, enfin, ça devient très compliqué. Et New York, c'est pas, voilà, c'est pas fou non plus. Donc, en fait, les deux grosses Fashion Week qui vous restent, c'est vraiment Paris et Milan. Et effectivement, les grandes maisons, c'est que des hommes, parce qu'après, les grosses maisons en Italie, c'est Gucci, bah, vous avez un homme, Demna Gvasalia. Euh, Versace, ça vient de changer. Elle est plus, ouais, bah voilà, même Versace, maintenant, vous allez avoir Peter Mullier qui va reprendre Versace. Donatella Versace n'est plus dans sa marque. Mais c'est une grosse question. Il y a beaucoup de médias, justement, qui relancent des enquêtes. Et en plus, c'est paradoxal, hein, dans les écoles, vous avez plus de filles. Mais vraiment un peu pour comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé aussi avec la mode qui est pensée comme un domaine féminin. Je voulais un petit peu retourner en arrière, remonter au moment où effectivement l'idée de mode, en tout cas en Europe, va commencer à se consolider autour de l'idée de Paris et de modernité. Bien sûr, la mode, ça existait de tout temps, dans tout pays, dans toute culture, à toute époque, mais vraiment, il y a une définition de la mode spécifique à Paris qui va se mettre en place à la fin du 19e siècle, qui est aussi le siècle où finalement, en termes de genre, les choses sont en train de changer. Hein. C'est un peu le moment, vous savez, où il y a, dans la sociologie de l'espace public, on parle du moment entre l'espace privé et l'espace public, et c'est le moment aussi où les définitions des rôles de genre vont évoluer dans la société. Vous allez avoir vraiment un binarisme homme-femme, avec les hommes dans l'espace public qui prennent des décisions, les femmes qui reviennent dans l'espace privés, voilà, qui sont associés aux émotions. C'est le moment de la psychiatrie, de l'hystérie aussi, hein, toutes ces choses. Vous voyez comme tout le monde, enfin, vous avez un espace social qui se genre très fortement. C'est l'invention presque de la binarité des genres, la fin du 19e. En tout cas, dans les études de genre, c'est comme ça qu'on en parle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la mode à Paris se cristallise, se construit avec des gens comme Charles Frederick Worth, hein, qui est considéré comme le premier créateur de mode, puisqu'il va avoir sa maison, il va inventer la saisonnalité, c'est-à-dire de présenter ses vêtements à date fixe 2 fois par an, et il va faire des collections qui s'adressent effectivement aux femmes. Et du coup, vous avez aussi un moment où vous avez beaucoup de commentateurs de mode, hein, dont des écrivains célèbres comme Théophile Gautier, Baudelaire, qui vont écrire sur la mode, mais aussi des gens comme Nietzsche. Et par exemple, j'ai pris cet exemple de Nietzsche qui, dans Humain, trop humain, en 1878, distingue le vêtement féminin et le vêtement masculin. Il dit que le vêtement masculin est synonyme d'effacement de l'individu, tandis que le vêtement féminin est pensé comme une expression de volonté de distinction. Donc d'emblée, vous avez aussi un vêtement féminin qui va être différencié du vêtement masculin. Ça va encore aller plus loin
dans les années 30 avec un texte d'un psychanalyste qui était un élève de Freud, qui s'appelle John Carl Flügel, et qui expliquera dans son ouvrage La psychologie du vêtement que les hommes, un homme un homme respectable en société doit renoncer au plaisir de la frivolité et doit abandonner la mode et doit effectivement apparaître dans un vêtement beaucoup plus sérieux que serait le costume. Donc en fait, la frivolité, le plaisir d'un vêtement d'apparat, d'un vêtement aussi qui change, hein, parce que la spécificité de la mode, c'est que c'est quelque chose qui change, hein, c'est-à-dire que tous les 6 mois, vous avez une nouvelle collection. Donc le fait d'être frivole, de changer, d'être instable, c'est des choses qu'on va rapporter, c'est les qualités de la mode, et on va faire des raccourcis en disant mais c'est des qualités féminines au final. Hein, qu'est-ce qui est non constant, changeant, pas fiable? Les femmes. Donc voilà, la mode s'adresse finalement aux femmes pour raccourcir un petit peu les choses. Et cette idée, voilà, elle est présente chez Baudelaire dans son ouvrage Peintre de la vie moderne qui date de 1848. Vous le retrouvez dans la psychologie évidemment. Vous le retrouvez aussi chez les anthropologues. Hein, vous avez des gens comme James Laver, qui va écrire un ouvrage au début du XXe siècle, c'est un anthropologue, et il propose une théorie des zones érogènes mobiles, où il explique que la mode fonctionne comme un déplacement perpétuel du regard masculin sur le corps féminin. Donc vous voyez qu'on a constamment, hein, c'est la femme qui va suivre les modes, mais une mode finalement dessinée plutôt par des hommes. Ou en tout cas aussi une mode qui va être choisie pour elle par des hommes, puisque si on se remet dans l'époque, les femmes n'ont pas les moyens elles-mêmes, ne peuvent pas elles-mêmes finalement s'acheter leurs vêtements. Donc finalement, les vêtements doivent plaire avant tout à monsieur, et après madame va suivre. Hein. Et vous avez beaucoup d'écrits dans ce sens-là. Vous avez aussi un économiste américain, Thorstein Veblen, qui va écrire que les femmes sont les vitrines des dépenses de leur mari à l'époque. Donc voilà. Donc vous avez tout un système, en fin de compte, où le vêtement de mode, contrairement aux vêtements, vous avez le vêtement de mode et le vêtement, hein, qui est un vêtement pensé comme fonctionnel, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et le vêtement de mode, c'est celui qui change et qui est destiné aux femmes. Tout ça va, voilà, ça n'a rien de naturel, hein, bien sûr, tout ça, ce sont des constructions culturelles. Donc voilà, si je vous mets quelque chose d'avant l'époque, voilà, hein, si vous remontez Louis XVI, etc., vous voyez qu'il n'est pas du tout dans des costumes, voilà, les fanfreluches étaient là. Voilà, après ça va changer, effectivement, qu'on va passer dans le XXe siècle. On voit très bien que petit à petit aussi, ça va s'accompagner d'un système médiatique, puisque une grande partie, c'est l'émergence aussi de la presse de masse, hein, le début du XXe siècle, donc la presse destinée au grand nombre de personnes. Et dans la presse de masse, vous allez avoir ce qu'on appelle la presse féminine. Alors, je vous ai mis un titre parmi d'autres. Hein. Après, il y aura dans les années 30 Marie-Claire, puis dans les années 40 Elle. Mais avant, vous pouvez avoir des choses comme le Jardin des modes. Autant de revues qui parlent de vêtements, de mode et qui s'adressent aux femmes. Il y avait des choses pour les hommes, mais c'était pas du tout sur le même ton. Et effectivement, on vous proposait des séries de costumes, mais on vous parlait pas des nouveautés. Hein, c'était vraiment cette idée de la nouveauté. Les magasins de nouveautés aussi existaient, les catalogues de nouveautés, et tout ça était plutôt destiné aux femmes. Bon, je vais pas vous faire en long en travers on pourrait détailler, aller plus loin. Bon, évidemment, il y a toujours des exceptions. Bon, j'ai pris évidemment l'exemple de Coco Chanel, d'ailleurs, qui est recité par la marque aujourd'hui, cet exemple-là, ou des artistes hein, comme Colette. Bon, évidemment, si vous étiez une femme artiste ou une femme qui vivait dans des milieux très aristocratiques, vous pouviez porter un pantalon parce que vous étiez dans des milieux où où c'était possible de le faire. C'était finalement un privilège. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, bon, les choses sont plus complexes. Hein, vous allez avoir plein de modèles d'évolution dans les modèles de féminité. Mais ce que je veux dire du coup, c'est que aussi en termes de recherche, en termes d'écrits sur la mode, pendant jusqu'aux années 80 pratiquement, les femmes qui vont écrire sur la mode vont voir la mode comme un site d'injonction, comme un lieu finalement qui donne des ordres, qui donne des normes, mais qui ne laisse pas les femmes être libres de leur corps. C'est un espace qui les objectifie, qui ne leur permet pas d'être libres, et voilà, et qui les objectifie, qui ne leur permet pas d'être sujets. Hein, ça va vraiment être lu comme ça. Vous allez avoir beaucoup de critiques féministes contre la mode. Par exemple, Simone de Beauvoir hein, va écrire plusieurs lignes contre la mode. Et il va falloir finalement attendre les années 80 pour dire attention, peut-être que c'est plus complexe que ça. La mode est un phénomène ambivalent, notamment c'est ce que va proposer
une sociologue anglaise qui s'appelle Elizabeth Wilson, qui va écrire un ouvrage en 85 qui s'appelle Fashion, Adorned in Dream, Fashion and Modernity, où elle explique effectivement qu'il faut penser à la mode à la fois comme contrainte, mais à la fois comme ressource. Et que notamment pour un grand nombre de femmes et pour beaucoup de minorités exclues des autres institutions culturelles, la mode a pu être un lieu pour s'inventer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'un lieu simplement d'injonction, et je pense que c'est important de le voir, c'est aussi un lieu où on peut s'inventer à travers le vêtement, où on peut défier des identités de genre très classiques, les perturber, ou s'inventer aussi soi-même une identité. Donc c'était important, je pense aussi, de voir la mode à la fois comme un lieu effectivement qui propose des normes, mais aussi comme un lieu qui permet de les dépasser. Et l'offre de mode est tellement large que effectivement, alors ça je vous passe, donc ça c'est le système médiatique, vous voyez avec des masculinités très classiques chez GQ dans les années 70-80. Même dans la mode elle-même, il y a des choses qui vont bouger. Je vais prendre cet exemple des années 80 dans la mode parisienne, qui est un moment effectivement où beaucoup de choses vont être bousculées. Alors j'ai mis quelques images ici. Ce que vous voyez, c'est des silhouettes par un créateur japonais qui s'appelle Issey Miyake, qui va arriver à Paris en 72. Ce qui va être intéressant avec l'arrivée des créateurs japonais, donc plus tard vous aurez aussi Rei Kawakubo et Yohji Yamamoto, c'est que vous voyez que le vêtement, contrairement aux vêtements européens, c'est pas le corps qui doit s'adapter au vêtement. Le vêtement s'adapte au corps. Et du coup, vous avez un vêtement qui met pas non plus en avant, par exemple, le corps féminin n'est pas moulé, on vous met pas en avant la poitrine, les hanches ne sont pas marquées, etc. Donc on vous dessine, on vous propose aussi un autre corps. Et peu importe d'ailleurs le genre, peu importe que les mannequins ici soient des hommes, des femmes, c'est autre chose. Et du coup, on vous propose une première sortie du genre parce qu'effectivement, vous avez un autre regard, une autre culture aussi, hein. Le Japon n'a pas la même expérience, nous, de la construction culturelle du genre. Et donc voilà, vous avez d'autres propositions qui arrivent sur la scène parisienne à partir des années 70 et qui vont venir un petit peu chahuter le système classique des podiums. On voyait des femmes dans des robes pour aller dans des galas sur des bateaux. Voilà, on n'est plus dans des robes de sirène à paillettes. On vous propose autre chose. Vous avez d'autres designers, vous pouvez aussi penser à Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier va pas mal jouer. Alors lui, il va aller des fois dans des stéréotypes, il va aller très loin dans les stéréotypes sur des masculinités, va reprendre le cliché du marin, etc. Mais c'est tellement surfait que ça en devient presque comique, camp en tout cas. Et vous avez effectivement donc ce qu'on va appeler la mode expérimentale, hein. C'est une historienne de la mode qui s'appelle Caroline Evans qui a proposé ce terme. Et dedans, elle rassemble des créateurs donc comme Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, mais aussi des créateurs belges. Je ne sais pas si vous les connaissez un peu. Donc Martin Margiela et aussi ceux qu'on va appeler les six d'Anvers, qui vont effectivement proposer d'autres typologies euh, dans les représentations de genre. Alors je vous en ai mis d'autres. Donc là, vous avez une autre silhouette d'Issey Miyake. Donc vous voyez qu'effectivement, voilà, on n'est pas dans une proposition de féminité classique. Et Rei Kawakubo, 1997, un défilé qui a fait beaucoup parler. Alors je ne sais pas si vous aviez vu, il y a quelques années, il y a eu une exposition à Paris qui s'appelait 1997 au Palais Galliera, au musée de la ville. Et justement, c'était une de ces silhouettes qui était utilisée pour l'affiche. Alors, cette silhouette, elle est assez intéressante parce que ça joue avec beaucoup de choses par rapport à la féminité. Vous voyez qu'on a cet imprimé Vichy qui peut être associé. Alors, il y a plusieurs choses. On peut penser à plein de choses autour du Vichy, autant des vêtements qui peuvent être mis à l'école quand on est enfant par les petites filles. Vous pouvez penser à Brigitte Bardot avec ses jupes Vichy. Bon, on pense à plein d'archétypes qui sont différents. Donc Vichy qui est plutôt une espèce de féminité enfantine, hein, le Vichy quand même, ça fait plutôt référence à ça. Mais ici, on a mis plein de rembourrages, mais pas dans les endroits où on les met habituellement. Parce qu'effectivement, habituellement, les rembourrages pour une femme, on les met pas sur les épaules et sur les genoux. On va plutôt vous mettre des rembourrages dans la poitrine et peut-être sur les fesses, d'accord, mais pas effectivement sur les épaules, dans le dos, etc. Donc, elle va s'amuser à distordre le corps. Alors, c'était vendu, hein, ces vêtements étaient vendus. Alors, vous aviez le vêtement seul. Et vous pouviez, enfin, les paddles étaient vendus avec, mais c'était à vous de les mettre, hein. Voilà, vous pouvez vous déformer le dos selon vos choix. Donc voilà, donc on a en tout cas ici une autre proposition sur une expression de genre et aussi une expression corporelle. Donc j'ai mis Gauthier, bon, je passe un peu, c'est
plus connu, cette introduction d'une autre masculinité. Mugler, alors j'ai mis Mugler parce que c'est la même époque et je trouve ça assez marrant de se dire bah tout ça coexistait à la même époque. Pendant la même époque, vous pouviez passer d'un défilé effectivement de Rei Kawakubo qui va vous proposer des femmes dans des espèces de cocons à Thierry Mugler qui va vous proposer des espèces d'héroïnes ultra femmes fatales qui sont presque surnaturelles. Donc vous avez cette femme pneu. Donc voilà, bon alors là pour le coup, pour le coup, vous avez effectivement une féminité beaucoup plus marquée selon des critères usuels, c'est-à-dire on vous marque la poitrine, les hanches, la taille est marquée. Je sais pas. Mais en même temps, c'est tellement surfait, ça paraît tellement faux que ça en devient intéressant en fait. Et c'est là où il y a cette dimension camp qui est intéressante. Hein. Camp, c'est le camp. Hein, j'ai utilisé le mot, mais c'est vrai, c'est quand en fait quand il y a quelque chose de théâtral qui est assumé et qui est pas caché. Donc voilà. Bon, les expressions de genre vont beaucoup évoluer au point où finalement, par moment, on ne sait plus où on en est parce qu'on coexiste avec plein d'archétypes très différents. Si on prend les années 90, vous pouvez parler effectivement des années 90, c'est ce moment grunge. Voilà, le grunge va être partout, donc une expression de genre où finalement les filles, les garçons sont un peu habillés pareil, des kilts, des Doc Martens, des vieux pulls de grand-père troués. En même temps, chez Gucci, vous avez une ultra-sexualisation, alors pas que des femmes, hein, tout le monde est ultra-sexualisé chez Gucci, hein, c'est ce qu'on va appeler le porno chic. Et vous avez encore les top modèles qui existent. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de réduire une décennie et de vous dire ah bah là on allait en arrière, là on allait en avant. En fait, plus on va arriver dans le temps, plus vous avez de nouveaux designers qui arrivent sur la carte, qui vont faire de nouvelles propositions. Et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est vous avez plusieurs modèles qui vont coexister, qui sont assez forts quand même, même si la mémoire on garde pas tout, mais c'est assez intéressant. Et on a beaucoup parlé des femmes, et en tout cas en ce qui concerne les hommes, alors les hommes n'ont pas non plus été, voilà, même si Karl Flügel avait dit dans les années 30 qu'il fallait que les hommes renoncent à la mode, ça n'a pas été totalement le cas. Vous avez des défilés pour hommes à Paris qui commencent dès les années 50, fin des années 50. Alors bon, c'est assez timide au début, puis c'est des hommes surtout avec des costumes, mais ça va évoluer surtout dans les années 80. Alors pour les nouvelles masculinités, je pense bon, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Je suis allée un peu vite dans l'histoire, mais bon, on essaye d'aller un peu vite. Mais vous avez effectivement des masculinités qui vont changer d'abord dans les années 80 avec Armani qui nous a quittés en novembre dernier, si je ne me trompe pas. Donc Armani, pourquoi il va marquer? Parce qu'il va introduire, alors il n'y a plus d'épaulettes. Les costumes sont plus mous. Le corps masculin est moins dans cette idée de grande oui, enfin, de grande puissance peut-être, c'est plus décontracté. 10 ans plus tard, après Armani, vous allez avoir un nouveau petit coup de pied dans la fourmilière de qu'est-ce que la masculinité, avec deux designers. D'un côté, alors tout au fond à droite, vous avez un Belge, alors j'ai mis après, un Belge qui s'appelle Raf Simons. Alors Raf Simons voulait pas être designer de mode, au début il voulait faire de la déco, et finalement il a fini designer de mode, il se lance en 95 et déjà il propose des collections où il y a autant des hommes que des femmes, voilà et tout le monde est un peu habillé pareil. Alors sauf que la condition pour vous habiller chez Raf Simons, c'est il faut avoir l'air d'avoir 12 ans et être très maigre. Bon, peut-être le problème. Bon, ça va être un peu la même chose avec Hedi Slimane. Donc là, vous avez une silhouette au milieu. Hedi Slimane va être un designer assez important à partir des années 90. Il était en exercice jusqu'à... Alors, juste, j'ai pas dit Raf Simons. Raf Simons, à l'heure actuelle, il est le co-directeur artistique de la maison Prada, avec Miuccia Prada. Hedi Slimane, qui au milieu va commencer par diriger les collections hommes chez Yves Saint Laurent, puis chez Dior. C'est là où il va devenir vraiment très connu. Et la silhouette qu'il va proposer va devenir un petit peu révolutionnaire et emblématique de cette décennie, puisque comme vous voyez, c'est des pantalons très slim, très serrés. Voilà, si tout le monde a eu un moment des costumes très slim, très serrés, un peu partout dans tous les magasins, voilà, c'est peut-être en partie lié à Hedi Slimane. Donc voilà, donc tout était taillé autrement, ce qui dessine aussi le corps masculin autrement. Vous êtes moins dans cette idée de puissance, c'est un peu plus de vulnérabilité, de fragilité. Donc voilà, donc ça introduit une nouvelle expression de la masculinité, quoi qu'il en soit. Il y a un peu plus de diversité aussi pour les hommes. Même si, encore une fois, il faut avoir l'air d'un adolescent pour porter ça.
Bon, voilà, et dites-moi, je vous montrer d'autres images. Donc, tout est inscrit dans une mythologie rock. Hein. Il cite beaucoup David Bowie dans ses collections. Il a pris aussi en photo beaucoup de groupes de rock. Donc, on est vraiment dans cette décennie un peu, voilà, mais où, du coup, finalement, hommes et femmes peuvent se retrouver habillés pareil. Mais comme vous le voyez, la condition reste quand même une extrême maigreur et jeunesse. Je saute beaucoup de temps pour passer à 2015, qui était un peu mon point de départ et qui va être mon point d'arrivée. Donc effectivement, 2015, c'est ce moment où on a parlé de la mode non binaire. Comme vous vous rappelez un peu de 2015, il y a pas mal de choses qui se passent dans la société. Vous avez aux États-Unis la première vague de Black Lives Matter, donc toutes les critiques antiracistes. On va avoir le début de MeToo en France. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est un moment où effectivement aussi la société est un peu en train de bouger. Et un peu aussi en train de dire ce qui ne va pas quelque part. Et peut-être qu'il fallait que aussi les propositions mode bougent aussi elles un petit peu et proposent de nouvelles choses. C'est un moment où vous allez avoir deux nouveaux designers qui vont arriver. J'ai pas mis. Bon, j'ai pas mis dans les images, mais vous allez avoir deux nouveaux designers qui vont arriver à Paris. Alors j'en ai mis un sur les deux. Vous avez Demna Gvasalia qui est un géorgien qui va monter sa marque. Après, il va devenir le directeur artistique d'une grosse marque qui est Balenciaga. Et comme vous le voyez, voilà, ça c'est une des silhouettes de son premier défilé où vous voyez effectivement ce garçon avec une espèce de robe a priori longue, ou alors c'est un ensemble avec un pantalon, j'arrive pas trop. Enfin bon, on a une silhouette qui est assez filiforme et ça pourrait être très bien une robe, une jupe, et vous avez eu des silhouettes comme ça. Vous avez un autre designer que je vous ai montré au début qui est Alessandro Michele qui va aussi un peu faire bouger les choses. Et vous avez aussi dans les grandes marques, on essaye de changer un peu les représentations. Là, vous avez une pub Louis Vuitton où vous avez tout à droite un garçon qui est Jaden Smith, hein, donc le fils de Will Smith qui était en jupe ici. Donc voilà, donc on est dans un moment où voilà, on essaye un petit peu de questionner le genre. Alors même parfois on dit ah mais on va trop loin. On parle de queerwashing. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, mais voilà, il y avait des couvertures qui font parler. Donc là, vous avez Harry Styles, qui est une célébrité très appréciée des adolescentes, qui avait fait la couverture du Vogue américain, donc quelque chose d'institutionnel, dans une robe en dentelle. Voilà. Donc ça pour dire, il y a 10 ans, peut-être les choses bougeaient un peu plus. Aujourd'hui, on est revenu un peu sur des expressions de genre un peu plus figées. Je pense qu'il est important de se demander, c'est à quelle échelle? Est-ce que c'est des signes esthétiques? Est-ce que aussi il ne faut pas poser des questions plus loin sur l'organisation des professions dans la mode? Parce que je pense que le véritable problème n'est pas simplement ce qu'on voit, mais aussi derrière comment le milieu est organisé, qui décide. Tout ça, c'est multifactoriel. C'est un moment où voilà, on a un marché particulier, une économie particulière. La place de la diversité dans la société, comme vous le savez, on est en train de retourner en arrière. Hein, si on voit toutes les violences homophobes, transphobes qui n'arrêtent pas de se multiplier, c'est assez effrayant. Et voilà, bon, ce qu'il faut espérer, c'est voilà, qu'il y ait des scènes artistiques, des voix qui laissent encore explorer les choses, d'explorer plus de fluidité. Et voilà, rien n'est figé. Réagir si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.